Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022, la vérité en face. Et la vérité en face, quel avenir pour la démocratie? On en parle ce matin à l'occasion d'un livre qui s'appelle 6 thèses pour la démocratie continue aux éditions Odile Jacob. L'auteur est avec nous ce matin, Dominique Rousseau. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 et président du conseil scientifique de l'Association française de droit constitutionnel, justement. Oui. Est-ce que nos démocraties sont à bout de souffle? Est-ce qu'elles tremblent un petit peu? Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu beaucoup de propositions en fait, de nuit debout, etc. Et puis on en parle en fait à chaque fois. Donc vous, Dominique Rousseau, vous proposez dans votre manifeste notamment la démocratie continue. Je faisais du teasing juste avant. C'est quoi la démocratie continue? Alors écoutez, la démocratie continue, ça veut simplement dire que la démocratie ne s'arrête pas au moment électoral et qu'elle doit continuer à fonctionner entre deux moments électoraux. Oui, elle n'est pas calendaire en fait. Voilà, elle n'est pas calendaire, si vous voulez, c'est pas l'intermittent, quoi. C'est pas l'intermittent du spectacle, c'est pas l'intermittent de la citoyenneté. On doit être citoyen en continu et le vote ne réduit pas l'acte citoyen. On est citoyen entre deux moments électoraux. Et ce qui est amusant de voir dans les sondages ou dans les enquêtes qui sont faites auprès des jeunes, on dit les jeunes s'abstiennent parce que ils ne s'intéressent pas à la politique. Je crois que c'est faux. Alors évidemment, il y a des abstentionnistes qui sont indifférents. 8 sur 10 ce matin dans un sondage disent qu'ils vont voter quand même. Hein. Oui, mais ça ne réduit pas leur acte citoyen. Non, ils sont dans des associations, ils sont dans des mouvements sociaux, ils militent pour une cause, que ce soit la cause animale, le climat, etc. Et ils ont l'impression d'être autant citoyens, voire plus, en participant à ces mouvements sociaux qu'en votant un dimanche. Alors vous parliez de la crise de la démocratie. Oui. Je crois qu'il y a une crise, non pas de la démocratie, mais de la forme électorale ou représentative de la démocratie. Je crois que les gens en ont marre, excusez-moi pour l'expression, les gens en ont marre qu'on décide pour eux. La démocratie fonctionne sur cette délégation de pouvoir. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que, pour bien comprendre, est-ce que la France est un pays, on peut dire que la France est quand même un pays démocratique? Alors c'est un pays démocratique représentatif. C'est-à-dire, notre boulot de citoyen consiste non pas à décider, mais à voter pour des gens qui vont décider pour nous. Donc en fait, on est des consommateurs, des travailleurs, c'est ça. Voilà. Et là, si vous voulez, je pense qu'on arrive à un cycle, on arrive à la fin de ce cycle où les gens n'avaient que comme compétence la compétence d'élire. C'est ce que disait Montesquieu. Les citoyens sont uniquement compétents pour choisir leurs représentants, mais il ne faut surtout pas qu'ils participent à la définition des politiques publiques ou à l'élaboration des lois. Or, c'est ça qui est en train de se terminer. Je pense que les mouvements dont vous parliez, mais c'est pas spécifique à la France. Il y a eu les indignés en Espagne, il y a eu Occupy Wall Street aux États-Unis. Vous parlez du Chili, de la Tunisie, etc. Partout, on sent des citoyens, des sociétés qui veulent non pas simplement regarder les hommes politiques décider pour eux, mais qui veulent aussi être intégrés. La souveraineté du peuple. Voilà. Intégré dans le processus de décision. C'est-à-dire que ne pas donner les clés du camion une fois tous les 5 ans, mais conduire. Le conduire. Oui, mais est-ce que c'est possible ça en démocratie? Parce que le principe de la démocratie, c'était on élit en fait quand même des représentants du peuple et puis ensuite on leur fait un peu confiance, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est arrivé dans un système de défiance. Absolument. Et parce que, si vous voulez, les institutions sont loin. Se sont éloignés des citoyens, des préoccupations des citoyens. Les citoyens ont leurs préoccupations de tous les jours, le pouvoir d'achat, le logement, les enfants, l'école, etc. Bon, ça c'est leur préoccupation. Et la classe politique, les hommes politiques ont d'autres préoccupations. Et donc il y a cette distorsion qui s'est faite avec le temps, ce qu'on appelle la professionnalisation de la vie politique, ce qui fait que, vous savez, il y a une chanson qui dit « il parle pas comme nous ». C'est ça, c'est-à-dire que le langage des hommes politiques et le langage des citoyens est devenu tellement différent qu'ils ne se reconnaissent plus, mais au sens presque photographique du terme. Je ne me reconnais plus dans leur langage, je ne me reconnais plus dans leur position. Et c'est cette cassure-là qui fait la crise de ce qu'on appelle la crise des démocraties.
et que moi je dis crise de la forme représentative de la démocratie. Je pense qu'il n'y a pas une fatigue démocratique, il y a une envie de démocratie, il y a une envie de participer, mais pas de cette manière. Pas de cette manière, pas simplement en votant. On parle souvent, enfin on dit toujours que les politiques ne favorisent pas l'intérêt général. Beaucoup prônent l'intérêt général, mais quand finalement on fait une macro, on se rend compte que finalement l'intérêt général ne vaut pas vraiment et que tout le monde fait l'intérêt individuel. C'est difficile de travailler pour l'intérêt général parce que c'est très utopique finalement. Absolument. C'est très difficile. Je vais reciter Montesquieu, vous m'excuserez, mais Montesquieu disait il faut être vertueux. Alors, pas vertueux au sens moral, mais c'est-à-dire il faut avoir la capacité de dépasser ses intérêts personnels pour penser l'intérêt général. Vous pensez qu'on en est capable, franchement? Écoutez, je crois que oui. Alors bon, c'est-à-dire ça engage une conception philosophique ou anthropologique sur la nature humaine. Est-ce que les hommes sont bons ou est-ce qu'ils sont mauvais? Est-ce que c'est la société qui les rend mauvais? Bon, on pourrait discuter longuement là-dessus. Je pense, ma conviction... c'est que je vais vous donner des exemples, mais c'est que lorsqu'on prend les gens au sérieux, ils se prennent au sérieux. Oui, mais bien sûr, mais on a bien vu chez les Gilets jaunes qu'ils n'arrivaient même pas à s'entendre. Mais pourquoi? C'était compliqué. Mais pourquoi? Parce que les Gilets jaunes ont refusé un élément indispensable à la démocratie, qui est la représentation, qui est l'institution. Les Gilets jaunes, comme Nuit debout, n'ont pas voulu d'institution. Alors, on peut le comprendre, parce qu'ils ont été étouffés par les institutions depuis 2 siècles. Donc, ils ont peur des institutions. Mais sans institutions, une démocratie ne peut pas vivre. Si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une énergie sociale, une énergie qui sort de la société. Qu'il faut écouter. Et si vous n'avez pas des institutions, cette énergie, elle retombe un peu comme, si vous voulez, l'eau d'une fontaine. L'eau est jaillie de la fontaine... Et puis il faut l'exploiter, cette eau. Ouais, voilà. C'est ça. Et il faut donc qu'il y ait une institution qui fasse vivre cette énergie sociale. Comment faire vivre et entretenir cette démocratie continue? C'est-à-dire que on élit une fois tous les 5 ans ou lors d'autres mandats, et puis on continue d'y participer. Quelles peuvent être les recettes? Alors, il y en a plusieurs, bien sûr. Une des recettes que je propose est d'instituer ce que j'appelle les assemblées primaires de citoyens, qui seraient inscrites dans la Constitution. C'est-à-dire il y aurait l'obligation pour les députés de réunir dans leur circonscription électorale l'ensemble des électeurs inscrits dans cette circonscription. La circonscription deviendrait donc une assemblée primaire de citoyens, et le député aurait l'obligation de soumettre à ses électeurs tous les projets et propositions de loi avant que ces projets viennent en discussion à l'Assemblée nationale. Autrement, et c'est bien là le continu, c'est-à-dire que les citoyens voteraient, très bien, mais ils continueraient à intervenir dans la fabrication des lois par l'obligation faite aux députés de soumettre. Dites-moi, Dominique Rousseau, c'est pas une usine à gaz, ça, quand même, parce que déjà à l'Assemblée nationale, non mais c'est particulièrement intéressant comme initiative, bien sûr. Mais déjà à l'Assemblée nationale, ils ont parfois du mal à s'entendre, sauf quand il y a une majorité en fait aux ordres. Donc c'est compliqué de faire passer des lois. Alors si en plus de ça, on va sur le terrain un petit peu partout, etc. Qu'est-ce qui va en sortir? On n'arrivera jamais à s'entendre, non? Mais si, alors ça... Non, mais moi, je suis question provocatrice. Je la comprends comme ça. Mais, comment dire, une bonne loi est une loi qui a été délibérée, qui a été discutée. Digérée par tous. Qui ne tombe pas du ciel. Évidemment, un oukase, pour faire un clin d'œil à la Russie, un oukase, évidemment, ça va très vite. C'est 1 heure après, elle est là. Bon, ça c'est Poutine, quoi. Ça c'est Poutine. Et je pense que, si vous voulez, une bonne loi est une loi qui a été discutée, qui a été délibérée. Il faut écouter toutes les opinions, l'extrême droite, l'extrême gauche, les écolos, les féministes, les misogynes, etc. Bon, tout ça doit être pris en compte pour que, à la fin du processus de délibération, les citoyens s'approprient leur loi. S'approprient leur loi. Mais ils ne seront pas forcément d'accord, parce que chacun a une vision un peu différente aussi des choses, quoi. Et là, pour trouver le consensus, parce qu'un consensus, quoi. Mais alors, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tranche à la fin. Alors, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui tranche, effectivement. Mais si vous voulez, je pense que quand on délibère, vous savez, il y a un film qui s'appelle, je crois, c'est 12 hommes en colère. 12 hommes en colère. Vous voyez que 12 hommes en colère, c'est 12 hommes, excusez-moi, c'est des hommes. On dira avec un grand H, c'est pas grave. Voilà,
12 jurés, 12 personnes qui ont à décider si le type, on doit lui couper la tête ou pas. Bon, ils rentrent dans la salle de délibération. Chacun rentre avec son idée. Oui, il est coupable, il faut le couper la tête, j'ai autre chose à faire, bon, il y a ma femme qui m'attend, etc. Je m'en fous de tout ça. Et puis, ils discutent. Ils passent des heures à discuter. Et finalement, on voit, sortir de cette discussion une compréhension, une connaissance de la situation du type qui doit être jugé. Donc je pense que, bien sûr, il faut du temps. Mais on est dans une société de vitesse. On est dans une société de vitesse. Tout va vite. Dites-moi quels sont les lieux où on peut, à un moment donné, à part à Sud Radio, se poser pour réfléchir. Pour dire, bon, est-ce que vraiment cette disposition apporte quelque chose de mieux à mes vies quotidiennes ? On pourrait avoir moins de lois, mais en fait de meilleures lois. Parce que c'est vrai qu'on a une inflation de règlements, de lois. Et vous êtes prof de droit constitutionnel. Donc absolument, et je pense il devrait y avoir moins de lois. C'est Portalis, le fameux discours de Portalis en 1804, disait que les lois doivent contenir des maximes générales, c'est son mot, des maximes générales, et laisser les acteurs sur le terrain, alors les acteurs c'est nous, c'est les juges, c'est bon, les acteurs sur le terrain, faire vivre ces maximes générales. On a beaucoup trop de lois qui enserre la société. Je crois qu'il faut reconnaître à l'énergie qui sort de la société une capacité d'innover à côté des lois. Je ne dis pas contre, mais à côté des lois. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vos appels, si vous voulez réagir aussi. Pour la démocratie continue, on aurait pu dire en continu, un peu comme les chaînes d'infos en continu. Le manifeste de Dominique Rousseau, qui est avec nous ce matin, il y a des questions, en fait, référendum, convention citoyenne. Vous avez parlé de cette assemblée populaire citoyenne, et le RIC, le référendum aussi d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous allez nous dire ça, et vous pouvez également nous appeler. 0826 300 300, c'est le bon numéro. À tout de suite. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Et on va parler de cette démocratie continue avec Dominique Rousseau et ce livre 6 thèses pour la démocratie continue aux éditions Odile Jacob, professeur de droit constitutionnel à l'université Paris 1. Oui, et vous partez d'un constat, c'est-à-dire que finalement on n'a quasiment jamais autant voté. En revanche, le citoyen n'a jamais été quasiment aussi absent en fait de certaines délibérations, représentations, en quelque sorte. Absolument, le citoyen est absent de... Alors, je vais employer un mot un peu long, mais il est absent du mode de fabrication des lois ou des politiques publiques. On lui demande de voter pour des gens qui vont fabriquer des lois. Et je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, est à bout de souffle. Les citoyens demandent à être intégrés dans le processus de fabrication des lois. Parfois, il y a des parlementaires déposent des projets de loi sans intérêt pour les citoyens. Donc, les citoyens devraient pouvoir avoir l'initiative pourrait devoir dire aux députés, voilà, moi je souhaite qu'il y ait une discussion sur tel sujet. Alors, en revanche, le sujet que vous me proposez ne m'intéresse pas du tout. D'où les fameuses assemblées dont vous avez parlé en région, qui pourraient avoir lieu dans chaque circonscription des députés. Maintenant, il y a déjà des idées qui sont sur la table, autour de consultation citoyenne, référendum, RIC. Certains disent aussi qu'il faut une nouvelle constituante. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sur le RIC, par exemple, référendum d'initiative citoyenne. Alors, sur le RIC, je suis assez réservé, je dirais, sur un RIC sec. Parce que le RIC sec, alors qu'est-ce que je veux dire par sec ? Sec, je veux dire, voilà, on pose une question, on pose une question, il faut répondre oui, non. Je suis favorable à un RIC que l'on pourrait dire délibératif, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait avant le référendum au moins... Alors, je vais revenir sur ma marotte, c'est-à-dire 2 ans. Un débat. Voilà, 2 ans de délibération, comme ça s'est fait par exemple en Irlande, comme ça s'est fait en Islande, qu'avant que les citoyens votent, il y ait une délibération sur la question. Oui, il faut mûrir le sujet, le réfléchir, le porter. Alors, et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que dans la Convention citoyenne dont vous avez parlé, lorsqu'on a demandé à ces 150 s'ils voulaient un référendum, ils ont dit non. Ils ont dit non, parce que eux, ils venaient de délibérer pendant, je crois, 8 ou 9 mois sur le climat, etc. Ils avaient vu des experts. Et si d'un seul coup, on posait comme ça, brutalement, la question aux citoyens, ils ont eu peur d'une réponse, brutale et non pensée, non délibérée. Je pense que ce qui est important en démocratie,
Aujourd'hui, j'aurais peut-être pas dit ça il y a 50 ans, mais ce qui est important aujourd'hui en démocratie, c'est qu'on discute, qu'on délibère. On vote à la fin, mais pas au début. Et les référendums, sur le principe, vous y êtes plutôt favorable, quoi. Ce qui se passe ensuite, en Suisse, par exemple. Non, mais parce que il y a des cultures là aussi différentes. Il y a des cultures différentes. Nous, on n'oublie jamais, chez nous, que la démocratie est morte par le référendum. Napoléon Ier a tué la démocratie, Napoléon III a tué la démocratie. Donc, évidemment, dans la culture constitutionnelle française, sans parler des référendums plébiscites du général, dans la culture politique française, le référendum... C'est assez mal vu, oui, c'est vrai. Et pas synonyme de démocratie. Oui, c'est vrai. 0826 300 300 avec Philippe qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Philippe. Allô ? Olivier, pas du tout, Olivier. Olivier. Vous allez vous appeler Philippe, ça vous va mieux, je trouve. Olivier, sur la démocratie, et je crois qu'Olivier, vous, là où vous avez tilté, c'était le débat, en fait, qui était juste avant aussi, et qui en fait partie, c'est autour des parrainages, quoi, je crois, c'est ça. Voilà, c'est autour des parrainages. Bonjour, messieurs, dames. Oui, bonjour. Il est vrai que, moi, c'est une question assez simple. Je me considère que tout ce qui a été créé peut être, tout ce qui a été fait peut être enlevé. Ça a été, donc, ça a été fait sous Hollande, en fin de compte, de mettre en évidence le choix des maires. Avant, c'était anonyme. Donc, autant enlever cette loi. Et en fin de compte, les maires n'auraient plus cette oppression. Ça redeviendrait tout à fait comme avant, c'est-à-dire les maires auraient le choix de donner leur parrainage à qui ils veulent. Oui, à qui ils veulent. Alors, c'est intéressant parce que c'est une question aussi très concrète et d'actualité. Dominique Rousseau, vous qui êtes professeur justement de droit constitutionnel, quoi, sur cette règle en fait des parrainages aujourd'hui. Alors, deux choses. Pour répondre directement à la question de l'auditeur, moi je suis favorable à la publication des noms des parrains. D'accord. Pourquoi ? Alors, il n'y a pas de système parfait, il n'y a pas de système idéal, il n'y a pas de système parfait. L'anonymat pourrait conduire, et a conduit, avant 2016, à ce que, en sous-main, on achète des signatures. Donc, c'est mieux. On achète quand vous dites ça, c'est le terme exact. C'est le terme exact. Le caractère public remplit un objectif constitutionnel de transparence. L'élu, il a un mandat politique, il s'est présenté devant ses citoyens, et donc il doit rendre compte de ses actions. Et regardez ce qu'a fait le maire de Cannes. Le maire de Cannes, qui est les Républicains, a dit à ses concitoyens, voilà, je suis républicain, je vote Valérie Pécresse, je soutiens Valérie Pécresse, mais je vais donner ma signature à Jean-Luc Mélenchon parce que je veux qu'il y ait un débat pluraliste dans notre pays. Mais s'il avait soutenu Éric Zemmour, ça aurait été plus compliqué pour lui. En matière de politique pure. Non, il aurait pu dire que Éric Zemmour, quoique ça pose un autre problème pour Éric Zemmour, ça pose le problème de savoir si quelqu'un qui a été condamné définitivement pour incitation à la haine raciale peut prétendre à la présidence de la République, d'une République qui met justement le principe d'égalité. Oui, mais ça c'est vrai. Donc, je pense que le principe de publicité des signatures respecte le principe de transparence. Ah oui, mais regardez, on en arrive à des situations de blocage, quand même. Alors c'est pour ça que ça c'est le deuxième élément de ma réponse. Le deuxième élément de ma réponse, moi, je suis pour un autre système qui est le parrainage citoyen. Précisément par rapport à ce que vous développez. À ce que je développe. C'est vrai. Aujourd'hui, si vous voulez, aujourd'hui, on demande aux citoyens de voter pour un candidat qui a été choisi par des élus. Moi, ce que je propose, c'est que les citoyens, en amont, choisissent qui peut être candidat. Et donc, ce que je soutiens, c'est le système suivant, 150 000 signatures de citoyens, réparties, deuxième critère, dans 50 départements, d'accord. Sans que, troisième critère, il y ait plus de 7500 signatures par département, ce qui est une garantie de la surface, en quelque sorte, nationale du candidat. Et là, vous donnez aux citoyens une responsabilité, justement, continue, une responsabilité, non pas simplement de choisir le président, mais de choisir celui qui va être
candidat. Alors, ça viendrait se combiner au parrainage des élus dans mon esprit, alors il y a plein d'idées qui circulent. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais le dispositif auquel je souscris, je pense, ça serait une substitution. On remplacerait le parrainage des élus par le parrainage des citoyens. Ça existe au Portugal, ça existe en Pologne. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de... Olivier, qu'est-ce que vous en pensez de cette suggestion ? Ça peut être une solution parmi tant d'autres, mais c'est vrai que ce serait intéressant de faire comment dire. C'est plus intéressant pour faire vivre la démocratie, que ça vienne des citoyens, du terrain. Voilà, rendre les citoyens plus responsables, ce serait quand même plus intéressant aussi. Oui. C'est une certitude. Oui. Voilà, donc en tout cas sur cette question des parrainages. Alors, on a évoqué le RIC, vous avez dit oui, mais dans des conditions bien précises, quoi. C'est ça, après un travail, etc., comme pour une préparation de loi, une proposition de loi. Sur la constituante, alors, certains disent, oui, il faut revoir. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que pourrait être la constituante et si vous y êtes favorable ? Alors, là aussi, si on regarde l'histoire française ou étrangère, il n'y a d'assemblée constituante qu'après une révolution, 1789 en France, 2011 en Tunisie, après une défaite militaire, 1870 en France, 1946 chez nous, ou après une grave crise politique, c'est le Chili 2019. Donc, les assemblées constituantes se font toujours, si je résume tout ça, à chaud. Bon. Bien sûr qu'il y a des problèmes en France, mais je crois qu'on n'est pas dans une situation du Chili, on n'est pas dans la situation... Bon. D'où l'idée de créer un comité de réflexion qui serait composé par moitié de citoyens tirés au sort, par moitié d'experts de la chose publique, et qui engagerait, alors évidemment vous allez dire vous n'avez que ça en tête, mais et qui engagerait pendant 2 ans un grand débat dans le pays pour savoir quels sont les articles de la Constitution qu'il faut modifier, tous, quelques-uns seulement, qu'il y ait, que le pays, si vous voulez, à un moment... Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on est à un moment où le pays est en train de se redéfinir. Qu'est-ce que c'est que l'identité française ? Ça passe par l'identité française. C'est la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Le principe d'égalité, la non-discrimination, etc. Et donc, les Français doivent se ressaisir de ce qui fait leur vivre ensemble, provoquer un grand débat national. Il pourrait y avoir ce comité pourrait organiser de manière décentralisée dans les régions, dans les départements, dans les villes, dans les entreprises, un grand débat sur quels articles il faut changer, et ça se terminerait au bout de 2 ans de délibération. Alors c'est idéal, c'est tout ce que vous voulez. Non, mais c'est partie des pistes. Oui, c'est intéressant. Et, je voudrais qu'on termine, parce qu'il nous reste en fait 1 minute, par un exemple que vous nous avez cité tout à l'heure, sur vos cours, puisque vous enseignez en fait aujourd'hui. Et donc, les jeunes qui arrivent en droit constitutionnel, vous avez dit que vous avez changé radicalement vos méthodes, effectivement, d'enseignement, et vous leur demandez de passer aux travaux pratiques, c'est ça ? Absolument. Autrefois, au siècle dernier, je faisais mon cours et je parlais de la séparation des pouvoirs, le régime présidentiel, le régime parlementaire, la dissolution, etc. Bon. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que moi, j'ai des étudiants, ils sont nés en 2000, je dirais. Bien sûr. Bon. Et c'était plus, de mon point de vue, c'était plus cette méthode-là qui leur permettait de s'accrocher. Et donc, ce que j'ai demandé à mes étudiants, c'est de réfléchir, de rédiger une constitution. Et ils ont redécouvert, en quelque sorte, par le bas, le principe de la séparation des pouvoirs. Alors, ils travaillaient sur le Parlement et ils ont redécouvert eux-mêmes est-ce qu'il faut une chambre, 2 chambres, quelle est la durée du mandat. Si j'avais fait un cours de manière magistrale en leur disant voilà, aux États-Unis, machin, bon, ils auraient pris des notes parce qu'ils sont gentils. Mais là, ils se sont appropriés le texte, la Constitution, en la rédigeant eux-mêmes. Alors, la mesure phare, c'est quoi ? Alors, la mesure phare, qui m'a évidemment surpris, c'est il proposait d'élire le président pour 10 ans, parce que, disait-il, il faut du temps
Et c'est pas idiot. Il faut, vous voyez qu'ils sont pas idiots, nos jeunes. Il faut du temps pour mettre en place et réaliser une politique. Et je pense que ça doit résonner dans la tête de Hollande. De certains. Oui, absolument. Merci Dominique Rousseau. CITES pour la démocratie continue. Le manifeste est aux éditions Odile Jacob, particulièrement intéressant. Merci de toutes ces explications et cet éclairage ce matin. Restez avec nous, en tout cas jusqu'à toute la journée. Et dans un instant, c'est Valérie Expert qui reçoit Thierry Beccaro, qu'on aime beaucoup et qu'on embrasse. Et nous, on vous retrouve demain matin. Passez une belle journée sur Sud Radio. Salut.